Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 20 juillet 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Ravi de te retrouver, Paul. Merci, Nima. Je veux commencer, Paul, par cette information de dernière minute. Il y a tout juste quelques instants, on a appris que le Yémen, en réponse au blocus aérien en cours, le Yémen, ou Ansarullah, on dit le Yémen, mais c'est Ansarullah, a déclaré un blocus maritime contre l'Arabie saoudite. Et ils ont précisé qu'ils étaient prêts. Si l'Arabie saoudite décidait de les attaquer, ils sont prêts à détruire ou à démolir leurs oléoducs, leurs installations pétrolières d'Aramco. En gros, c'est une déclaration qui dit clairement qu'ils veulent riposter. Et aujourd'hui, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit la même chose, que le blocus contre le Yémen est illégal et qu'ils ne peuvent pas continuer dans ces conditions. Et l'Iran va envoyer davantage d'avions civils au Yémen pour montrer qu'il ne compte pas respecter le blocus imposé au pays. Voilà la situation. Imaginez qu'une nouvelle phase commence, et je ne sais pas quelle sera la réaction de l'Arabie saoudite. Est-ce qu'ils vont refaire la même erreur qu'avant, en attaquant l'aéroport international de Sanaa, ce qui pourrait causer de gros problèmes à leur économie? Ou bien, est-ce qu'ils vont accepter de lever le blocus sur le Yémen? Ce serait la vraie solution. Mais attendons de voir ce qui va se passer. L'autre point, c'est le détroit d'Ormuz en ce moment. Les deux camps s'affrontent. Et selon un article du Washington Post, les États-Unis envoient encore plus d'armes dans la région. Ils se préparent à une nouvelle confrontation, même après cette attaque contre les bases aériennes jordaniennes, qui a fait au moins 2 morts, 1 disparu et des dizaines de blessés. Aujourd'hui, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a fait une annonce. Ils ont remercié le peuple jordanien, les forces jordaniennes, en disant « C'est vous qui nous avez fourni les renseignements ». En clair, ils affirment que des Jordaniens leur transmettent des informations pour frapper des cibles dans les bases américaines. Voilà où on en est. Israël, de son côté, semble presque s'en réjouir, parce qu'il y a peut-être un nouveau conflit en train de se dessiner. La tension monte. Benjamin Netanyahou devait rencontrer Donald Trump, mais pour l'instant, aucune nouvelle, aucune date annoncée pour cette rencontre. Joseph Owen, du Liban, est aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est là-bas pour parler avec Donald Trump et son administration, avec Marco Rubio, avec Donald Trump encore. C'est censé se passer mardi. Mardi, il doit rencontrer Donald Trump. Lundi, donc aujourd'hui, ou si je ne me trompe pas, aujourd'hui, la rencontre est entre Owen et Marco Rubio. Et demain, ce sera avec Donald Trump. Voilà la situation, Paul, dans laquelle on se trouve. Le marché du pétrole, le prix du pétrole, est en train de monter. Et quant à l'agenda de Donald Trump, personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Je pense que la meilleure façon de comprendre l'état d'esprit à Washington, c'est toi. Toi, comment tu comprends la mentalité à Washington? Eh bien, les choses changent un peu. Par exemple, le Congrès a récemment voté contre Israël, les démocrates en tout cas. Et je pense que ça a vraiment surpris Netanyahou. Trump, lui, a montré une certaine exaspération envers Netanyahou parce qu'il se retrouve dans une impasse qu'il ne peut résoudre qu'en intensifiant la violence. Et il semble que les États-Unis aient des moyens limités pour le faire. Donc, dans ce sens, l'échec du Congrès à adopter la loi qui criminalise la critique d'Israël, au moins lors de ce dernier vote, enfin, ils la représenteront sûrement, montre qu'il y a une résistance à cette fusion des deux pays sur les plans militaires, économiques et politiques. C'est, au moins pour l'instant, un revers temporaire pour Israël. Mais les sondages aux États-Unis montrent de moins en moins de soutien à Israël. Les gens ne croient plus toute la propagande selon laquelle les pauvres Israéliens seraient les victimes du terrorisme,
de l'Holocauste et de l'antisémitisme, parce qu'ils ont vu les Israéliens commettre un génocide en Palestine. Ils ont vu les attaques israéliennes au Liban. Ils ont vu Israël rompre le mémorandum d'entente et les pourparlers de paix et renvoyer Trump vers la guerre, ou du moins le pousser à menacer d'aggraver le conflit. Du coup, le Parti démocrate a aujourd'hui très peu de soutien pour Israël, et les électeurs choisissent des candidats démocrates à la Chambre et au Sénat qui ne sont pas des démocrates traditionnels. Ils sont de gauche. Beaucoup d'entre eux sont des envahisseurs immigrés. Et on a vu, il y a tout juste quelques jours, le maire de New York dire que si les lois de la ville et de l'État le permettaient, il arrêterait Netanyahou quand il viendrait aux réunions aux États-Unis. Il a dit que Netanyahou était un criminel de guerre, qu'il méritait d'être jugé à La Haye et qu'il l'arrêterait dès son arrivée à New York, sauf si la loi l'en empêchait d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est un changement énorme, et ça montre le type de personnes qui montent aujourd'hui au sein du Parti démocrate. À un moment donné, cela pourrait devenir une contrainte pour les républicains et pour Trump, qui reste étroitement allié aux Israéliens, même si Trump exprime son exaspération. Voilà un peu la situation. Les choses ont évolué, et cette fois, c'est dans le bon sens. Ce qui n'a pas changé pour le mieux, c'est que les Iraniens se sont laissés piéger à se battre contre les États-Unis. En réalité, leur combat, c'est avec Israël, parce qu'Israël est à l'origine de l'agression du conflit. Les États-Unis ne sont qu'un intermédiaire pour Israël, un peu comme l'Ukraine l'est pour les États-Unis face à la Russie. Alors, voir les Iraniens ne pas comprendre que leur véritable ennemi, c'est Israël, et se battre à la place contre un intermédiaire, ça ne donne absolument aucune raison à Israël de calmer la situation. Au contraire, les Israéliens font tout pour que ça continue, y compris en menant des attaques contre le Liban. Si les Iraniens continuent de croire à cette fausse réalité selon laquelle l'adversaire, c'est les États-Unis, et qu'Israël tire les ficelles à Washington, alors le conflit reste en grande partie inutile. Parce que la véritable source du conflit, Israël, ne paie aucun prix. Ce sont les Américains, utilisés comme intermédiaires, et les Iraniens eux-mêmes qui en supportent le coût. En réalité, ce qu'on voit du côté de la direction iranienne, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà en guerre. Les dirigeants iraniens présentent ce conflit comme une intervention militaire américaine illégale. Oui, c'est illégal. Oui, c'est une agression. Mais qualifier cela simplement d'intervention militaire, alors que l'objectif est de détruire l'Iran, c'est nier l'ampleur de la menace à laquelle le pays fait face. Et je pense que c'est un grand danger pour les Iraniens, parce qu'une des conséquences, c'est qu'ils n'ont pas de plan de guerre pour vaincre leur ennemi. Ils jouent à un jeu de représailles, et toutes leurs menaces, toutes leurs déclarations visent les États-Unis, pas Israël. En fait, c'est un peu comme s'ils se battaient contre leur propre ombre, sans jamais frapper le véritable adversaire. Du coup, le vrai adversaire ne paie aucun prix. Les coups, eux, retombent sur les bases américaines et sur les infrastructures civiles iraniennes. Les Américains, d'une certaine manière, agissent un peu comme les Israéliens. Ils ne se concentrent pas vraiment sur des cibles militaires. Ils visent les infrastructures civiles. Ils tuent des civils, détruisent des logements, des ponts. Et ça, à mon sens, c'est une manière de faire la guerre qui est méprisable. Quant aux Iraniens, eux s'en prennent aux bases américaines, mais pas dans le cadre d'une véritable stratégie visant à détruire la capacité des Américains à opérer dans la région du Golfe Persique. Ils attendent, tout simplement.
Les Américains les frappent, puis ils ripostent contre différents éléments de ces bases. Mais on ne dirait pas qu'ils ont une doctrine de guerre qui dise « il faut détruire la capacité des Américains à nous frapper ». Alors pourquoi laissons-nous certaines bases intactes? Pourquoi ne pas les avoir éliminées il y a 2 semaines, ou même 2 mois? Pourquoi rester là, à les laisser nous frapper, nous infliger des dégâts avant de réagir? Pourquoi ne pas les frapper les premiers pour qu'ils ne puissent pas nous atteindre? C'est ça qui manque à la direction iranienne. Ils ne semblent pas comprendre. Et du coup, ils se laissent tromper, piéger, enfermés dans un jeu de représailles sans fin avec les États-Unis. Eh bien, ça ne les mènera nulle part. Les Américains vont simplement continuer à chercher des moyens d'intensifier ce conflit. D'après les derniers rapports, que vous avez d'ailleurs mentionnés, je crois, les États-Unis essayent de fournir plus d'avions de combat, plus de ravitaillement en vol. Vous savez, les chasseurs, les avions à réaction, n'ont pas une très grande autonomie. Ils doivent être basés de plus en plus loin. Et du coup, ils ne peuvent pas atteindre leur cible et revenir sans être ravitaillés en plein vol. Tout ça montre que Trump renforce la capacité de frapper les Iraniens par des attaques aériennes. Et les Iraniens, eux, n'ont apparemment pas une défense aérienne très efficace. Ce que Trump indique, c'est son intention d'intensifier les attaques contre les infrastructures civiles iraniennes, le réseau électrique, le système d'énergie. Et bien sûr, il dit qu'il va continuer à frapper les sites d'enrichissement d'uranium et à les enfouir encore davantage. Franchement, je ne vois pas en quoi ça change quoi que ce soit à la guerre. Pour moi, c'est surtout une opération de propagande, je suppose. Voilà comment je vois la situation. Et je ne pense pas que les choses évoluent vraiment en faveur d'Israël. Parce qu'Israël, comme je l'ai dit, d'après les rapports et les récentes décisions du Congrès, rencontre des difficultés aux États-Unis. Mais d'un autre côté, les Iraniens sont coincés dans une logique de représailles et c'est un jeu perdant pour eux. Ce n'est pas le cas, et c'est particulièrement vrai, Nima, si les informations sont exactes, selon lesquelles les Russes vont autoriser la Turquie à remettre à l'Arabie saoudite, à la Jordanie ou à l'un des Émirats du Golfe le système de défense antiaérienne S-400. Parce que si ce système est déployé chez des alliés des États-Unis, il se retrouvera entre les mains des Américains. Ils pourront alors l'analyser, le démonter et trouver un moyen de le reproduire eux-mêmes. Et d'après ce que je comprends, je ne suis pas un expert en armement, mais d'après ce que j'en sais, le système russe S-400 est capable d'abattre les missiles balistiques iraniens. Autrement dit, cela désarmerait l'Iran. Et si les Russes approuvent le transfert de la Turquie vers un adversaire de l'Iran, cela veut dire qu'ils rompent l'accord qu'ils avaient signé avec Téhéran, un accord dans lequel chaque pays s'engageait à ne pas fournir d'armes à un agresseur de l'autre. Donc ce serait pour la Russie une trahison d'un traité conclu avec l'Iran, un partenaire des BRICS, et une nouvelle preuve de l'absence de fiabilité de la Russie comme allié. Ce serait aussi un signe supplémentaire que Poutine cherche à se rapprocher de Trump en l'aidant à sortir d'une situation difficile. Et tout cela, évidemment, aggrave la position de l'Iran. Voilà. Je pense que ça résume la situation et on verra bien, je suppose, ce qui va se passer dans peu de temps. Oui. D'abord, 2 points, Paul. J'ai parlé avec quelques Iraniens pour connaître leur point de vue sur cette affaire. Et tout d'abord, il ne semble pas que la Turquie puisse vendre ses systèmes de défense aérienne, ni aux Émirats arabes unis, ni à d'autres pays de la région. Est-ce que la Russie l'a bloqué? Non, il n'y a pas de nouvelles, rien du tout. Mais il semble que ça n'arrivera pas. D'après ce que je comprends, ça n'arrivera pas. Et dans le pire des cas,
Imaginons que ça arrive. Ils auraient en tout quelque chose comme 70 intercepteurs. Ce n'est pas seulement une question de posséder des systèmes de défense aérienne. Il faut aussi avoir les intercepteurs qui viennent de Russie. Si vous achetez ces systèmes de défense, ça ne veut pas dire que la Russie va vous fournir des intercepteurs à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est ça, le vrai problème. Et je pense vraiment que c'est pour cette raison que les Émirats arabes unis, ne vont pas payer pour ça. Parce qu'ils connaissent bien les difficultés. Sans intercepteurs, ce serait comme une machine posée là, sans aucune efficacité dans leur combat. Voilà le problème, le vrai problème à la base. Et l'autre point, Paul, c'est quand tu as évoqué la stratégie iranienne, celle de combattre les États-Unis au lieu d'attaquer Israël. Ce qui pour nous tous paraît logique, puisque la guerre a commencé à cause d'Israël. Israël voulait cette guerre, et ils ont réussi à entraîner Donald Trump et son administration dedans. Mais, du côté iranien, d'après moi, leur raisonnement, j'ai essayé de comprendre leur logique, c'est qu'ils ressentent à peu près la même chose que la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Ils estiment qu'ils doivent vaincre le proxy. Pour eux, la clé, c'est qu'il faut affronter directement les États-Unis. Après tout, s'ils attaquent Israël, disons qu'ils attaquent Israël, qui va s'en prendre à l'Iran le lendemain, ou même juste après une attaque iranienne contre Israël, ce sera encore une fois les États-Unis. C'est bien là le problème. Ils se disent, au fond, que ça ne change rien. Si on attaque Israël, si on attaque des bases américaines, ce sont les États-Unis qui vont nous combattre. Ce ne sera pas Israël, parce qu'ils savent qu'Israël n'a pas la capacité d'affronter directement l'Iran. C'est comme ça que les Iraniens voient les choses. Et quand on parle de l'économie mondiale, ils estiment qu'il y a une énorme attention portée sur le détroit d'Ormuz, qui est en quelque sorte le principal champ de bataille, à la fois pour Donald Trump et pour l'Iran. Ce détroit d'Ormuz, c'est la question de savoir qui va le contrôler, qui va dominer cette zone stratégique. Ils disent, nous allons maintenir notre attention ici, dans ce détroit, et dès que nous aurons atteint notre objectif dans ce détroit, nous allons élargir cela, le levier que nous allons en tirer. C'est l'état d'esprit des Iraniens. Il y a eu une interview du ministre iranien des Affaires étrangères, il y a 2 jours. Il a donné une interview. Il a expliqué beaucoup de choses. Mais quand il s'agit des États-Unis, je pense que c'est plus important parce que ce sont les États-Unis qui décident d'intensifier ou d'apaiser la situation. L'Iran réagit à ce que font les États-Unis. La Russie réagit à ce que fait l'OTAN contre elle. J'essaie d'expliquer la façon dont ils perçoivent le champ de bataille. Voici ce qu'a dit le sénateur Mark Warner à propos de la situation actuelle, parce qu'il fait partie du groupe des oui, comme vous le savez. Il connaît les coulisses. Il a reçu des informations que nous n'avons pas. Voici ce qu'il a déclaré. Pour ces soldats, rappelez-vous, quand on pense à cette guerre qui dure depuis 5 mois, c'est une guerre de choix. En tant que membre du gang des oui, je peux dire qu'il n'y avait aucune menace imminente de l'Iran contre l'Amérique. Donc, Donald Trump a choisi d'entrer en guerre. Il lui a fallu 2 semaines pour expliquer quels allaient être, selon lui, ses objectifs. Voyons-les un par un. Le changement de régime, où en est-on? On a un groupe encore pire qu'avant. Récupérer l'uranium enrichi, eh bien, il est toujours là. En fait, il faudrait au minimum 15 000 soldats sur le terrain pendant 1 semaine, juste pour essayer de sortir ces conteneurs très instables de leurs bunkers. Éliminer les capacités de missiles et de drones de l'Iran. Évidemment, on n'a pas réussi. Et ce qui me rend complètement fou, John, c'est que l'Iran possède à la fois des missiles et des quantités énormes de drones à $50 000, très efficaces. Nous, on utilise des missiles à 2,5 millions pour abattre ces drones. Le président Zelensky, lui, dirige le seul pays qui a mis au point une méthode
pour contrer les drones iraniens pour $5 000. Et ils l'ont fait avec une efficacité incroyable. Ils nous ont proposé toute cette technologie gratuitement et la Maison-Blanche de Trump a en gros répondu aux Ukrainiens « merci, mais non merci ». Donc là-dessus aussi, on a pris du retard. Et puis, pour finir, à propos du détroit d'Ormuz, je ne sais pas à quelle station-service le secrétaire va, mais avant la guerre, le prix moyen de l'essence en Virginie était de $2,421. Aujourd'hui, on est remonté à $4 et le diesel est à 5. Je ne vois aucune solution à court terme pour régler la situation dans le détroit. Cette guerre qu'on a choisie a été un désastre militaire, un désastre pour l'image qu'on renvoie au reste du monde, un désastre aussi pour nos amis et nos alliés qui se demandent si nous tiendrons nos promesses. J'avoue que je serais soulagée si, dans un geste typiquement Donald Trump, on déclarait la victoire demain et qu'on en finisse. Mais si cette guerre continue à ce rythme, ce sera un désastre qui ne fera que s'aggraver. Eh bien, je pense que les États-Unis ont de la chance d'avoir ce sénateur. C'est l'un des rares qui dit des choses sensées. Je pense qu'il va y avoir un gros effort pour le battre et le faire sortir du Sénat. En général, les gens qui ont du bon sens et qui sont critiques finissent par être écartés, comme Marjorie Taylor Greene ou Thomas Massie. Et malgré ce qu'a dit le sénateur Warner, ce que je crois vrai, il a raison, dans cette récente initiative des Israéliens pour faire adopter une loi qui leur soit favorable, le sénateur Ron Paul a voté pour. Pourtant, c'est un critique d'Israël. Donc ça montre que même ceux qui comprennent ce que fait Israël et qui ne les apprécient pas subissent la pression de voter pour ces lois quand même. Maintenant, pour répondre à ce que vous disiez sur la manière dont les Iraniens voient la situation. D'abord, ils oublient qu'Israël, qui est à l'origine du conflit, ne supporte aucun des coups de ce conflit. C'est le vieux scénario. On dit « Allez, battez-vous, vous deux ». Pas moi. C'est toi et lui qui vous battez. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Israël. Ils ont mis les États-Unis et l'Iran en train de se battre. Et comme ce conflit ne coûte rien à Israël, le pays a tout intérêt à le laisser durer. Mais si ces missiles iraniens détruisaient Israël, alors Israël en paierait le prix, et il aurait tout à coup intérêt à trouver un compromis. Par exemple, dire bon, le grand Israël, on en réduit les frontières, on le garde, mais ce n'est plus du Nil au Pakistan. On revient aux anciennes limites, du Nil à l'Euphrate. Là, il ressentirait une certaine pression. Et bien sûr, le fait que les Américains ripostent contre l'Iran ne protège pas Israël des missiles qui arrivent. C'est ça qui manque dans cette partie de la stratégie ou de la réflexion iranienne. Tant qu'il n'y a pas de coût pour Israël, ça ne s'arrêtera pas. L'autre problème avec leur stratégie, c'est qu'ils comptent sur l'arrêt des flux de pétrole venant du Golfe Persique et peut-être aussi d'Arabie Saoudite. Parce que si les Yéménites, les Houthis, détruisent l'oléoduc saoudien qui va jusqu'à la mer Rouge, alors oui, je pense qu'il n'y aura plus de pétrole qui sortira du Moyen-Orient, plus rien du Golfe Persique, et l'oléoduc saoudien serait hors service. Ça aurait donc un impact majeur sur l'approvisionnement en pétrole, et forcément sur les prix. Mais la réaction, à mon avis, ce sera que le marché du pétrole va se fragmenter. Les pays qui ont du pétrole ne l'exporteront plus. Leurs compagnies pétrolières n'auront pas le droit de le vendre au prix mondial élevé. Le pétrole sera gardé sur place à un prix plus bas. Et si nécessaire, les gouvernements iront jusqu'à nationaliser leur propre industrie pétrolière. Pour moi, il est impensable que les États-Unis laissent les compagnies pétrolières américaines exporter du pétrole si, en conséquence, l'armée américaine ne peut plus faire décoller ses avions de chasse depuis les porte-avions.
Donc, je pense que le marché du pétrole pourrait être segmenté et qu'il le serait. On verrait apparaître des prix différents selon les régions du monde. Les pays producteurs auraient le prix fixé par leur gouvernement et ceux qui n'en ont pas devraient payer le prix du marché mondial. Autrement dit, les pays sans pétrole ou sans accès au pétrole paieraient le prix fort. Mais, en théorie, les États-Unis sont autosuffisants sur le plan énergétique et je crois qu'ils exportent actuellement quelques millions de barils de pétrole. Eh bien ça s'arrêterait. On pourrait avoir une légère pénurie, mais pas au point de rendre les prix intenables. En revanche, les pays sans pétrole, eux, paieraient le prix fort. Eh bien, ce ne sera pas le cas des États-Unis. Donc la stratégie iranienne pourrait bien ne pas fonctionner. Elle pourrait marcher dans la mesure où elle mettrait la pression sur les États-Unis, via d'autres pays, pour qu'ils cessent les hostilités. Mais on n'en sait rien. On n'a pas vu beaucoup d'intérêt de la part de Trump, ni de son administration. Ils se moquent complètement de l'opinion mondiale. Ils ont enlevé le chef d'État du Venezuela. Ils ont revendiqué le Groenland. Ils veulent prendre le Groenland au Danemark, un allié de l'OTAN. Ils parlent d'envahir Cuba. Ils évoquent le Mexique et le Canada comme s'ils n'appartenaient pas vraiment aux États-Unis. Ils ne montrent absolument aucun respect pour la souveraineté des autres nations. Je ne pense pas que la pression sur Trump changera grand-chose. Pour les Européens, peut-être, mais ce que ça pourrait faire, c'est les pousser à se détacher des États-Unis pour obtenir du carburant de la Russie. À supposer que la Russie en ait encore, parce que les drones ukrainiens ont détruit une grande partie de la production et du raffinage de pétrole russe. Et d'après certains rapports, les Russes essaieraient maintenant d'importer de l'essence et du diesel depuis l'Inde. Autrement dit, compter sur le golfe Persique comme arme, comme on dit la bombe nucléaire iranienne. Le golfe Persique, en clair, c'est la bombe nucléaire perse. Eh bien, ça pourrait ne pas marcher. Ce n'est pas parce que le prix mondial du pétrole est élevé que les pays autosuffisants en pétrole vont forcément payer ce prix-là. Et c'est ça, c'est le deuxième point que selon moi, les Iraniens ne voient pas. Parce que tant que les Iraniens se battent uniquement contre les Américains, Israël n'en paie aucun prix. Du coup, Israël va continuer à faire tout ce qu'il peut pour que le conflit se poursuive. Alors que, s'il y avait de lourdes conséquences pour Israël, il ne pourrait pas le supporter, comme vous l'avez souligné. Et là, pour la première fois, ils seraient obligés d'envisager de modifier leur propre attitude agressive, la freiner, la réduire, rentrer un peu dans le rang, redéfinir ce qu'ils appellent le Grand Israël. Et c'est justement ça, à mon avis, que la direction iranienne ne comprend pas. Deux points, Paul. Deux points militaires. Le premier, c'est que les États-Unis ont du mal, quand il s'agit des intercepteurs et des missiles, à remplacer ceux qu'ils ont déjà utilisés. C'est une partie du problème. Et puis, ils ont besoin de terres rares qui viennent de Chine. Or, la Chine vient d'arrêter d'en vendre aux États-Unis. Elle n'en vend pas non plus au Japon, parce qu'elle pense que le Japon pourrait ensuite les revendre aux Américains. Voilà pour la première partie du problème, les munitions, les missiles et les intercepteurs. Le deuxième point, c'est la manière dont les États-Unis envoient leurs armes. Ces avions de chasse qu'on a vus il y a 2 jours, par exemple. On parle d'envoi de F-16 depuis l'Allemagne vers le Moyen-Orient. Nous avons des F-35 du Royaume-Uni jusqu'au Moyen-Orient, déployés pour mener des opérations, pour intensifier la guerre. Le problème, c'est où vont-ils stocker toutes ces armes et ces avions? Le dernier assaut iranien contre la Jordanie montre que d'une certaine façon, comme ils ont retiré toutes ces installations des pays du Golfe pour les transférer en Jordanie, l'Iran les frappe maintenant là-bas.
Quelle serait la prochaine étape pour les États-Unis? Les retirer de Jordanie pour les envoyer en Israël. J'ai l'impression que finalement, la guerre arrive en Israël. Peu importe le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, on verra des attaques contre Israël. Eh bien, je pense qu'encore une fois, on passe quelque chose sous silence ici. Si les Américains n'utilisent pas ces bases du Golfe Persique, le manque d'intercepteurs pour arrêter les missiles iraniens n'a plus vraiment d'importance. Ce que les Américains vont faire, c'est utiliser les porte-avions. Ils seront positionnés hors de portée des missiles, et c'est pour ça que les États-Unis accumulent là-bas des capacités de ravitaillement en vol. Leurs chasseurs seront donc sur les porte-avions, à l'abri de l'Iran, et ils utiliseront le ravitaillement en vol pour attaquer l'Iran et revenir ensuite. Et je pense que les Américains disposent de beaucoup d'armements qu'ils peuvent tirer ou larguer depuis des avions, plutôt que d'intercepteurs destinés à abattre des missiles entrants. Oui, il y a bien une pénurie. Ils n'en ont pas beaucoup. Mais quelles que soient les munitions, les F-15, les F-16, les F-35, tout ce qu'ils livrent, il semble qu'il y en ait suffisamment. Et c'est comme ça que les États-Unis poursuivraient l'attaque. La vraie question, c'est où garderaient-ils ces avions ravitailleurs? Je ne pense pas qu'ils puissent atterrir ou décoller d'un porte-avions. Alors où les stationneraient-ils dans cette région? Et je pense que les Américains n'auraient aucun mal à trouver un pays hôte. Ils ont toujours des sacs d'argent à distribuer. Les Américains sont actifs dans les anciennes provinces soviétiques d'Asie. Vous savez, ils sont présents en Azerbaïdjan et dans d'autres de ces anciennes provinces de l'Union soviétique. Donc je pense qu'ils pourraient trouver un endroit, probablement au Pakistan. Parce que les Américains sont proches de l'armée pakistanaise depuis longtemps. Donc je pense que la capacité des États-Unis à continuer d'attaquer l'Iran, c'est comme ça que ça se ferait. Ce n'est pas un signe qu'il y a ici des limites sur lesquelles le gouvernement iranien pourrait compter. Ces limites, en réalité, n'existent peut-être pas. S'il n'y a rien sur les bases américaines dans le Golfe Persique, l'Iran n'a aucune raison de les attaquer, et il ne pourra pas atteindre les porte-avions. Donc ces attaques peuvent continuer. Voilà le problème. Le danger, je l'ai toujours souligné, d'abord avec l'incapacité du Kremlin à comprendre la situation, c'est que quand on laisse une guerre se prolonger, l'adversaire finit toujours par trouver un moyen de vous contourner. Et si cette fois, les Turcs et les Russes n'acceptaient pas de transférer les S-400, eh bien peut-être qu'ils le feront la prochaine fois. Ou alors Kirill Dmitriev, le conseiller de Poutine, pourrait négocier un accord pour convaincre Poutine que si nous vendons ces armes à tous ces pays, ça nous vaudra un énorme point auprès de Trump parce que ça l'aidera à gagner la guerre. Et si on l'aide, alors lui aussi nous aidera. Il lèvera les sanctions et permettra à nos oligarques de renouer avec leurs affaires et leurs richesses. Kirill Dmitriev insistera auprès de Poutine sur le fait que c'est la meilleure façon de régler le problème avec l'Occident. Nous aurons tellement d'accords économiques avantageux avec les Américains qu'ils finiront par renoncer à utiliser les Ukrainiens et les Européens contre nous. Donc ça aussi, ça va se jouer, Nima. Tout ça va se dérouler, et ce qu'on a vu, c'est que personne n'a vraiment d'intégrité. On ne peut pas compter sur quelqu'un pour avoir la droiture de dire « Non, c'est inacceptable, je ne ferai pas ça ». Alors chaque fois qu'on a l'avantage, il faut s'en servir, sinon on vous le prend. Le temps vous le prend, comme il l'a pris à la Russie. Poutine continue de faire semblant que le champ de bataille c'est le Donbass, avec une soi-disant opération militaire spéciale. Non, non. Le vrai champ de bataille maintenant, il est au cœur même de la Russie.
Ce sont leurs sites de production de pétrole, leurs dépôts, leurs aéroports. C'est là que se trouve la guerre. Et à ce stade, ça ne change plus rien que la Russie prenne un village de plus dans le Donbass. On voit la même chose avec l'Iran. C'est pas une guerre. C'est une intervention militaire américaine illégale. Non, ce n'est pas ça. C'est une guerre. C'est une guerre contre l'Iran. Et c'est exactement comme Poutine. Il dit « Ah, quand ils ont attaqué notre flotte de bombardiers stratégiques et essayé de me faire sauter chez moi, c'était pas la guerre, c'était juste une opération terroriste. » Non, c'est la guerre. Ils essaient de t'atteindre. Alors quand on voit ce genre de déni, on se dit qu'il n'y a aucun réalisme. Et je continue de penser que c'est ça le problème avec l'Iran. Ils ne sont tout simplement pas réalistes sur la situation. Et ils partent de l'idée que l'arrêt des exportations de pétrole va nuire à l'Amérique. Mais c'est peut-être pas le cas si on en croit ceux qui disent qu'on est désormais autosuffisant. Alors, la réserve stratégique de pétrole, elle a été mise en place dans les années 80, ou peut-être avant, je crois que c'était les années 80, je ne me souviens plus très bien. J'étais à Washington à ce moment-là. C'était l'époque où à l'OPEP, on craignait qu'il y ait des réductions de production de pétrole pendant un certain temps. Donc on avait créé cette réserve. Mais aujourd'hui, si on est autosuffisant, on n'en a plus besoin. Du coup, peu importe si on la puise. Quand on est autosuffisant, ces réserves ne sont plus nécessaires. Les Iraniens, eux, ne peuvent pas partir du principe que les marchés pétroliers resteront unifiés. Et si les Américains ne peuvent plus maintenir leur force dans la région du Golfe Persique, celle qu'ils utilisent pour frapper l'Iran, eh bien ils les déplacent un peu plus loin et ils continueront à mener des frappes. Au lieu d'avoir 2 porte-avions sur place, il y en aura 4, 6, peut-être 8, et ils trouveront bien un endroit pour baser les avions ravitailleurs. C'est pour ça que je dis qu'un plan de guerre doit prendre tout ça en compte, parce que tout est possible. Oui, c'est aussi possible que rien de tout ça n'arrive, mais ce sont quand même des possibilités. On ne peut pas simplement dire « Bon, on compte sur la fermeture du détroit et on compte sur le fait que les Américains n'aient pas d'intercepteurs ou pas assez pour arrêter nos missiles sur leur base. » Eh bien, ça pourrait ne pas suffire. Les Américains, s'ils ne t'attaquent pas depuis ces bases-là, ils s'en fichent que tu les frappes. Ils ne sont pas là. Et si les marchés du pétrole peuvent être segmentés, alors peu importe que le détroit soit fermé. En fait, Trump ne cesse de dire qu'il va le fermer lui-même. Donc, si Trump pensait que fermer le détroit allait nuire à l'Amérique, pourquoi dirait-il qu'il va le fermer? Voilà la situation. Et il est possible que les Israéliens et les Américains aient réussi à éliminer tellement de dirigeants iraniens importants que les ressources humaines sont sous pression. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas assez de monde pour s'asseoir et réfléchir à tout ça. Alors ils s'accrochent à ce qui paraît évident. Et il est évident que fermer le détroit aura un impact sur le marché du pétrole. C'est évident. Mais est-ce que ça va vraiment avoir l'effet qu'ils imaginent? Peut-être pas. C'est là qu'ils ne réfléchissent pas assez. Ils ne vont pas jusqu'à l'étape suivante. Et c'est pareil. Si les Américains n'ont que quelques intercepteurs, ils ne peuvent pas protéger leur base. Oui, mais si les Américains abandonnent la base, là encore, ils ne vont pas jusqu'à cette deuxième étape. Et c'est bien ça, le problème. Mais la question, Paul, c'est que s'ils quittent la base, où est-ce qu'ils vont aller? Tu as parlé du Pakistan ou de l'Azerbaïdjan. Moi, je n'y crois pas une seconde.
Non, non, ils vont sur les porte-avions. Les avions de chasse, eux, vont partir. Moi, je parlais des avions ravitailleurs. Je ne sais pas quelle est leur portée. Peut-être qu'ils peuvent décoller d'Europe, venir faire le ravitaillement, puis repartir. Franchement, je ne connais pas la portée des avions ravitailleurs. Elle doit être importante parce que c'est un peu comme une station-service dans le ciel. Les chasseurs, qui ont juste assez de carburant pour atteindre leur cible et revenir à leur base, s'arrêtent en vol pour faire le plein. Et moi, je ne suis pas un expert en armement. Je ne sais pas, mais on pourrait vérifier la portée des ravitailleurs américains et ça nous indiquerait où se trouvent les bases et où ils comptent aller. Elles ont été utilisées en Masonry. Oui, bien sûr, ils vont utiliser la Jordanie tant qu'ils le pourront, mais il y aura forcément un endroit où ils pourront les utiliser. Peut-être la base aérienne britannique qu'on a prise au Royaume-Uni, Diego Garcia. C'est bien ça. C'est dans l'océan Indien, non? C'est pas en dehors de la portée de... C'est loin, Paul. C'est très loin. 2000 kilomètres, plus de 2000 kilomètres. Ça va être trop difficile pour eux. Peut-être pas. Non, pas pour... Vous savez, ce sont des avions qui ont une portée énorme. Ils volent de New York jusqu'au Japon, des choses comme ça. Donc on ne peut pas partir de ce principe. Il faudrait regarder, voir quelle est la portée de ces avions, des ravitailleurs en vol, et ensuite vérifier quelle base, quel pays, quelles zones ont des bases compatibles avec cette portée. Si on peut conclure qu'il n'y en a pas, c'est une chose. Mais pour ça, il faudrait que ces pays s'opposent aux États-Unis, ce qui est peu probable, surtout quand on sait qu'ils arriveront avec des sacs d'argent. Les Américains viendront avec des sacs d'argent, et tous ces gouvernements finiront par se corrompre. Le sac d'argent, c'est une voix qui porte fort. Alors bon, ça ne sert à rien qu'on se mette à spéculer, toi et moi. J'essaie juste de souligner tous les éléments, ou du moins une partie des nombreux éléments, que l'Iran doit prendre le temps d'examiner pour préparer des plans de secours. Même s'ils n'ont pas de plan pour gagner la guerre, ils doivent au moins avoir des plans de réponse. Du genre, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et ça, je ne le vois pas. Je vois des espoirs fondés sur des choses évidentes qui risquent de ne pas se passer comme ils l'imaginent, parce que, selon moi, ils n'ont pas encore franchi l'étape suivante. Et ça va sans doute sembler, pour les patriotes américains, comme si j'étais en train d'expliquer comment l'Iran pourrait remporter une victoire. Mais encore une fois, je pense que, comme vous le savez, ma préoccupation à propos de ces deux guerres, celle avec l'Iran et celle avec la Russie, c'est qu'elles échappent complètement à tout contrôle. Elles vont finir, elles ne sont plus sous le contrôle de Trump, ni sous celui de l'Iran. Tout comme le soi-disant conflit ukrainien, qui n'est plus sous le contrôle de Poutine. Il implique maintenant toute l'Europe. L'Allemagne fabrique les drones qu'elle envoie en Ukraine pour attaquer la Russie, avec notre assistance. Les Américains fournissent les cibles aux Ukrainiens. Et comme je l'ai déjà souligné, on a vu des pays scandinaves autrefois neutres rejoindre l'OTAN. On a vu la Lettonie et la Finlande faire de même. La Finlande et la Suède disent qu'elles vont accueillir des armes nucléaires américaines. Eh bien, ça élargit considérablement la menace pour la Russie. Et c'est la conséquence d'une guerre qui dure depuis 4 ans et demi. Et si l'Iran se retrouve dans une situation d'échange prolongé du même genre, les mêmes dynamiques vont jouer contre lui. Je n'ai jamais pensé que le temps jouait en faveur de l'Iran, tout comme il était évident qu'il ne jouerait pas en faveur de la Russie. Parce que le temps permet à l'ennemi de s'impliquer davantage, d'étendre son influence, de trouver des moyens de contourner les obstacles.
Et je continue de penser que tôt ou tard, les Russes finiront par vendre des S-400 aux Israéliens. Donc le temps, je ne crois pas, mais ça, c'est quelque chose que les Iraniens doivent évaluer eux-mêmes. Le temps est-il de notre côté, ou toward our enemy? Working out for themselves. Is time on our side or on our enemy's side? And they should examine that closely and debate it and Ils devraient examiner ça de près, en débattre et make voir. informed decisions about Comme ça, ils pourront prendre des décisions mieux informées sur la situation. C'est clair que ce sont des gens compétents. it's large. C'est clair aussi que le pays est uni. Defend itself. Il est grand, il a assez de population, il peut se défendre. Mais il doit rester prudent parce qu'il a des ennemis déterminés, qui ont eux aussi des capacités. Et je ne veux pas que ces guerres deviennent incontrôlables. Écoute, Nima, parlons-en une minute. What is the Quelle pourrait être, selon toi, la motivation américaine à vouloir détruire l'Iran? American emphasis? Peut-être pas seulement pour Israël, mais aussi pour quelques raisons propres aux États-Unis. Not just for D'abord, les Américains aiment contrôler les flux de pétrole. for a couple Mais of ensuite, reasons why. que se passe-t-il si l'Iran est détruit? But two, Deux what choses. happens if Iran's destroyed? Premièrement, les Américains peuvent alors envoyer des djihadistes vers la Russie, puisque le tampon iranien n'existe plus. Because the Iranian buffer's gone. And they Et ils peuvent couper la Chine de ses sources d'énergie. energy. They can cut all Middle Eastern oil off from Ils China. peuvent couper tout le pétrole du Moyen-Orient à la Chine. Eh bien, ce serait un coup très dur pour la Chine. Blow to China. Now, this is C'est d'ailleurs ce que les États-Unis ont fait aux Japonais dans les années 30. 30s. Ils les ont poussés à la guerre. Les États-Unis ont coupé l'accès du Japon au pétrole. C'est pour ça que le Japon est entré en guerre. This is why the Japanese were Alors si vous coupez la Chine de son approvisionnement en pétrole oil in China. et que la Chine possède l'arme nucléaire, est-ce que les Chinois vont accepter ça et laisser tout leur système s'effondrer? And have their whole system wrecked. Et s'ils ne l'acceptent pas? C'est pour ça que je pense que la guerre est si dangereuse parce que la cible, cette fois, pourrait bien être la This is Chine. why I see that war is so dangerous. Because the target may be China. And Iran Et l'Iran n'est qu'une étape sur le chemin. on the way. Well, now imagine if we're faced to Eh bien maintenant, imaginez qu'on se retrouve face à face avec la Chine. Là, c'est un tout autre problème. And at the same Et en même temps, time, if we've run all si on a envoyé tous ces djihadistes pour déstabiliser les régions musulmanes en Russie, areas and vous savez, la Russie, c'est une fédération. Il y a toutes sortes de nationalités là-bas. all kinds of nationalities in there. I think, Paul, the point that you Je pense, Paul, que le point que tu viens de soulever est vraiment important, parce que beaucoup de gens se concentrent surtout sur l'Ukraine ou sur le Golfe Persique. Je trouve que la vision d'ensemble que tu nous as donnée est tout à fait juste. Et tu viens de dire que l'objectif final, c'est la Chine, et qu'ils savent très bien comment ces deux guerres vont contribuer à la question chinoise. Je pense que c'est So I just wanted to make it clear that Je voulais simplement préciser que ma principale inquiétude, c'est d'éviter une guerre nucléaire, nuclear war, which parce qu'une telle guerre détruirait tout le monde et ne servirait les objectifs de personne. nobody's going. C'est pour ça que la situation en Iran est si dangereuse. Et c'est aussi pour ça que celle en Ukraine l'est tout autant. L'affaire ukrainienne a déjà complètement échappé à tout contrôle. C'est hors de contrôle. Et franchement, j'exagère pas d'into pour éviter une guerre majeure. How it's going to avoid a major war, I just don't know. Putin has convinced the West that he simply Poutine a convaincu l'Occident qu'il ne se battrait tout simplement pas. Du coup, ça les pousse à aller toujours plus loin. that's deadly. Et ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. I just don't want to. Je ne veux surtout pas voir la même chose se reproduire au Moyen-Orient. Sinon, on se retrouverait avec deux situations explosives en même temps, et personne ne serait capable de les gérer. Une fois que c'est hors de contrôle, on ne peut plus reprendre la main. C'est tout le problème. Alors, j'espère vraiment que les stratèges iraniens qui regardent cette émission ne vont pas juste en rire ou ignorer ce que je dis, mais qui vont y réfléchir sérieusement. Regarding what I'm saying, think about it.
I think it would help if they just started raising the Je pense que ça aiderait in Washington. s'ils commençaient simplement à poser la question à Washington. Pourquoi vous battez-vous pour Israël? Vous ne réalisez pas quelles pourraient être les conséquences. Pourquoi vous battez-vous pour Israël? Ils devraient poser cette question partout. Ce devrait être la principale mission de leur corps diplomatique dans chaque pays où ils sont présents. Ils devraient demander à ce pays pourquoi les Américains se battent-ils pour Israël. Vous ne comprenez pas les conséquences dangereuses et répétez ce que j'ai dit pour créer une prise de conscience. Ce serait un grand pas en avant pour arrêter tout ça. Vous savez, si le monde disait à Israël, vous devez abandonner cette idée de grand projet, sinon vous allez être coupé du reste du monde. Plus de relations diplomatiques, plus de commerce, rien du tout. Vous serez complètement isolé. On va vous bloquer et vous faire plier. Eh bien, il n'y a aucun effort pour faire ça. Les Iraniens, eux, auraient toutes les raisons de le faire. C'est une question difficile. Pourquoi les États-Unis se battent-ils pour Israël? Et si la vraie raison, c'est que notre véritable cible, c'est la Chine, est-ce que les Américains veulent vraiment le dire? Non, ils veulent pas dire ça. Alors ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi vous battez-vous pour Israël? Ils ne peuvent pas répondre. Donc la stratégie a du potentiel, mais ils n'essayent même pas. Enfin bref, je parle trop. I think you made the point. I think you made. Je pense que vous avez fait passer le message. Vous l'avez fait aussi bien avec le cas d'Israël qu'avec celui de la Chine. C'est important pour notre public, pour les gens qui nous regardent, de comprendre ce qui se passe dans la région et de voir la situation dans son ensemble, ce grand affrontement entre l'Est et l'Ouest. C'est important aussi. Merci. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Merci pour cette invitation, Nima. J'apprécie vraiment ce genre de conversation et je te souhaite beaucoup de succès avec ton émission. Je sais que tu as un public très fidèle et tu le mérites. Merci. Merci. Je t'en ferai plein. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.